Hop. Bonsoir à toutes et à tous. Et donc ce soir, je vous présente la constellation du Cocher. C'est une constellation qu'on n'a pas vue depuis de nombreuses années, en tout cas au sein des clubs. C'est une constellation d'hiver. En fait, elle est très haute dans le ciel, elle est au zénith. Et c'est vrai que c'est une constellation que l'on peut voir vraiment à une période privilégiée de l'année, parce que c'est de la voir en hiver, c'est vraiment très bien. Alors, il faut vous rappeler que la constellation remarquable de l'hiver, c'est Orion, et donc tout autour d'Orion s'organise un paysage. Et j'ai essayé de faire des photos. La météo n'était pas au rendez-vous ces temps-ci, et quand la météo était au rendez-vous, elle avait aussi rendez-vous avec la Lune. J'ai essayé de faire quelques photos du ciel, mais je n'ai pas réussi à faire quelque chose de correct. Je vous ai fait un dessin. Si vous regardez le dessin de gauche, vous avez des points qui correspondent aux étoiles principales de ce que l'on voit à cette période de l'année, au 15 janvier, vers la mi-janvier, avec la Voie lactée qui en fait la diagonale. Et lorsque vous regardez sur la droite, vous retrouvez, vous voyez tout de suite un peu plus clair, enfin ça nous aide à retrouver un peu le nom des étoiles, à se repérer. Et vous avez là des constellations que vous connaissez, donc vous voyez bien Orion, vous voyez bien aussi les Gémeaux, c'est tout à fait clair. Le Taureau, vous connaissez très bien aussi les deux cornes du Taureau. Vous avez le Grand Chien, on le verra dans les mois qui viennent. Sous Orion, donc c'est le Lièvre, et à gauche d'Orion, vous avez la Licorne, et vous avez le Petit Chien. Donc moi je trouve qu'à cette période de l'année, quand on a un ciel qui est clair, et de partir d'Orion et de remonter ses yeux vers le zénith, montre vraiment des très très belles constellations. Donc on va se concentrer sur la partie haute de ce petit dessin. On va se concentrer sur cette partie-là et on va passer à la diapositive suivante. Continue. Et donc, voilà le schéma. J'ai fait un schéma un peu simplifié par rapport à ce que l'on voit habituellement. Et on va commencer par la constellation tout d'abord. Vous voyez qu'on est très haut. La girafe, quand on regarde le ciel, la girafe, c'est une constellation circumpolaire, on est tout là-haut. Vous voyez bien Orion, on l'a vu sur le dessin. Vous voyez bien les Gémeaux, le Taureau. Persée, bon, on ne l'a pas vu parce que je ne l'ai pas dessiné, on ne l'a pas représenté sur le dessin, et le Lynx sur la gauche. Donc les constellations périphériques et le Cocher. La principale étoile, on va commencer par... donc vous avez cette forme caractéristique d'abord. Au début, on est un peu perdu, c'est vrai, si vous n'avez pas observé le ciel, si vous n'avez jamais cherché le Cocher, vous êtes un peu perdu. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que vous pouvez, en regardant le ciel, éliminer cette étoile et faire un peu ce trait, descendre. Et vous avez à ce moment-là, vous avez dans la tête un schéma qui correspond un peu à un cerf-volant. Voilà. Alors on dit que c'est un cocher, c'est un drôle de cocher, c'est vrai, dans les représentations, lorsque vous regarderez les représentations dans le cadre de la mythologie, c'est un cocher, mais c'est un drôle de cocher, quoi. Il n'a pas de voiture. Donc un cocher, d'habitude, il s'occupe d'une voiture. Ensuite, dans la représentation, vous verrez ce cocher, il y a souvent une chèvre ou une chevrette sur son épaule, l'épaule gauche. Cette chèvre serait la chèvre Amalthea qui aurait nourri au lait Zeus, qui avait été mis un peu à l'écart parce que sa mère voulait le protéger de son père qui dévorait ses enfants. Saturne dévorait ses enfants. Ça, c'est le cadre de la mythologie. Donc, Capella, donc c'est la petite chèvre en fait, c'est l'étoile principale de cette constellation. Elle est située à... Bon, on va passer. Donc Capella, voilà la Capella ici. Donc l'étoile la plus brillante de la constellation, 42,2 années-lumière, on peut arrondir, une magnitude donc voisine de 0. C'est un système de deux paires d'étoiles, deux étoiles géantes, qui font à peu près 10 fois le Soleil, et deux naines rouges. Donc ici, c'est une étoile qui est vraiment brillante.
C'est-à-dire, si vous avez quelquefois, si vous êtes penché un peu sur la magnitude des étoiles, donc c'est la 6e étoile la plus brillante du ciel. La plus brillante, vous la connaissez, c'est Sirius. Ensuite, on va se promener dans l'hémisphère sud, je crois. On a des étoiles dans l'hémisphère sud. Alors, je ne sais plus si je l'ai quelque part, j'ai sûrement ça quelque part. Il y a donc Canopus, qui est une étoile qui est presque aussi brillante non, beaucoup moins brillante que Sirius. Ensuite, après, vous avez Arcturus, la 3e étoile, Arcturus. Ensuite, il y a à nouveau Alpha du Centaure dans l'hémisphère austral. Vient ensuite Vega, on a vu Vega dans la lyre. Et ensuite, on arrive à Capella. Capella, la 6e étoile. Et je peux continuer à faire les 10 premières si vous voulez. Capella, la 8, Rigel ensuite. Donc Rigel est Orion. Et Procyon, le petit chien. Voilà les 8 premières étoiles. Donc c'est vraiment une étoile brillante. Donc quand vous cherchez le cocher, cherchez une étoile brillante et cherchez un cerf-volant autour de cette étoile brillante. La 2e étoile, Bêta. Alors vous avez ici 2 étoiles Bêta. Vous avez Elnath et vous avez Menkalinam, ou Menkalinam comme vous voulez. Alors Elnath qui est là naturellement, elle c'est pas une étoile du cocher. Souvent il y a des étoiles qui sont à la frontière de 2 constellations. Elle, c'est une étoile qui est dans le taureau. C'est l'étoile qui est au bout de la corne supérieure du taureau. Donc, Menkalinam, on va passer à la diapositive suivante. Donc, ici, on a un système multiple et variable, magnitude donc 1,9. On est un peu plus loin, à 82 années-lumière. Et on a ici un système triple. Donc on a d'abord un système Beta Aurigae A et B, c'est les 2 premières ici. Donc une étoile blanche et puis une 2e étoile qui est similaire. Ensuite dans un 2e système qui s'appelle Beta Aurigae A et B, qui est un système à éclipse. Et un 3e système, Beta C, une naine rouge, qui est donc à 330 unités astronomiques de Beta AB. Donc un système triple. Alors l'unité astronomique c'est 1 500 000 km. 150 millions. 150 millions. 150 millions, c'est distance solitaire. C'est solitaire. Voilà. Donc, on a l'impression que c'est tout près, mais en fait c'est très très loin. Alors, ensuite, on va passer à d'autres étoiles qui suivent. Ensuite, Delta. Delta, c'est l'étoile qui fait le chapeau. Donc, un système binaire également de magnitude 3,7 et à 140 années-lumière. Ensuite, vous avez, c'est dans mon ordre, hein, j'ai pas Iota qui se trouve ici, donc dans le bas du cerf-volant. Une géante orange, 512 années-lumière et une magnitude de 2,69. La diapositive suivante, on va retrouver Theta avec son nom arabe. Alors Theta est ici. Une magnitude de 2,65 et une distance de 173 années-lumière, on est plus loin. Et Epsilon Aurigae, donc Epsilon qui est ici. Étoile binaire également à 512 années-lumière, qui a une magnitude qui est une étoile variable, magnitude de 2,93 à 3,93 durant 66 jours tous les 27 ans. C'est très curieux, voilà. Ça a été mesuré. Précis. Et une dernière diapositive pour quelques étoiles. Alors, AE Aurigae, étoile en fuite. Alors, c'est quoi une étoile en fuite? Une étoile en fuite, en fait, c'est une étoile qui se déplace plus rapidement, vraiment plus rapidement que les étoiles, habituelles. Alors, c'est une étoile qui est partie de Orion, de l'amas du trapèze, et elle aurait été, comment dire, son origine, elle serait issue en fait de la collision de 2 systèmes binaires. C'est ce qui est retenu, ce qui est admis par les spécialistes. Donc elle a fait quand même un sacré trajet. Donc 1320 années-lumière, une magnitude de presque 6. C'est une jeune étoile bleue
Elle est 23 fois plus massive que le Soleil et 59 000 fois plus lumineuse. Alors, elle est où? En fait, on verra tout à l'heure, ici vous avez IC 405, qui est une nébuleuse, et cette étoile éclaire cette nébuleuse d'une couleur rouge, on verra lorsqu'on arrivera à la nébuleuse. J'ai oublié de la mettre en faisant le dessin. Donc, AE Aurigae, et puis quelques étoiles encore un peu particulières, avec la diapositive suivante. WASP, alors, pour Georges, c'est pas le mot anglo-saxon, hein, white, anglo-saxon, je sais pas quoi, protestant, ça veut dire wide angle search for planets. C'est un programme britannique. C'est un programme britannique qui s'est penché sur ce secteur, sur une étoile qui s'appelle WASP 12, donc à 1400 années-lumière et puis de magnitude 11,7. Elle a été découverte en 2008 autour de cette étoile. J'ai pas trouvé de... Bon, j'ai fait un rond parce que c'est ce que j'ai trouvé sur Internet comme zone de localisation. Mais autour de cette étoile circule une planète, WASP 12b, qui est une exoplanète de type Jupiter chaud, 870 années-lumière, qui absorbe 94% de la lumière, qui est une géante gazeuse, donc qui fait 1,4 fois, entre 1,4 fois, quelquefois c'est presque 2 fois ce qu'on cherche sur Internet. Elle absorbe la lumière, alors on dit comment on la voit finalement, parce qu'elle absorbe 94% de la lumière. En fait, c'est quand elle passe devant, quand cette planète passe devant l'étoile, l'atmosphère de la planète crée des rayons lumineux qui peuvent être analysés, et on a découvert dans cette atmosphère de la vapeur d'eau. Voilà. Alors c'est pas pour ça qu'il y a de la vie, hein, parce que de la vapeur d'eau, on en trouve également dans l'espace. Voilà pour la partie étoile, donc les étoiles traditionnelles, et puis j'avais trouvé cette partie un peu singulière dans ma quête d'étoiles. On va passer maintenant donc aux amas ouverts. Donc les amas ouverts, donc, vous savez, ce sont des amas stellaires qui regroupent des quantités plus ou moins importantes d'étoiles qui sont nées dans le même nuage de gaz, qui se déplacent ensemble, qui sont plus ou moins concentrés, plus ou moins lumineux. Donc ces amas, généralement, c'est vrai, on les classe par taille, hein, au nombre d'étoiles. Généralement, ils sont quand même, ils sont pas très lumineux. Enfin, on peut pas dire qu'ils sont. Si, il y a quelques amas qui sont très, très célèbres, un peu plus lumineux, et ils sont généralement situés dans la Voie lactée, sinon un peu peut-être dans la galaxie d'Andromède quand c'est accessible, ou bien dans les deux, dans Magellan. Donc, amas ouvert. Et là, on est, vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait le petit dessin, on est bien dans la Voie lactée. Donc, on va avoir des amas. Dans cette constellation, on va avoir des amas. En premier amas, donc on va avoir 3 amas de Messier. M38 qui est là. Alors, M36, donc je vais mal noter, mais il est là, M36 et M37 ici. Alors, on va commencer par les amas de Messier. Donc Messier 36, un jeune amas ouvert à 4300 années-lumière de chez nous, 29, près de 30 millions d'années comme âge, dimension 12,5 années-lumière et une concentration de 50 à 100 étoiles. Donc les amas, souvent, si vous regardez sur la littérature, sur Internet, c'est généralement, il y a 3 groupes. On voit moins de 50, de 50 à 100 et plus de 100. Voilà comment on peut... Alors ici, donc, j'avais oublié de noter la magnitude. La magnitude de Messier 36, c'est 6. La magnitude apparente, 6. Donc on est bien loin de 0, du 1. Photo donc, de CERN, je pense que c'est une image lyrique. Noir et blanc, c'est bien. Alors Messier ensuite 37. Amas ouvert, peut-être un peu plus, ça dépend comment je fais l'image aussi, 4500 années-lumière, 347 millions d'années, voilà, une dimension 19,7 années-lumière, une magnitude de 5,6, concentration, je pense que c'est plus de 100, hein, parce que je ne suis...
Quand je recopie, en fait, quand je prépare le PowerPoint, je le fais sous un certain logiciel. Mais après, pour le passer ici, je suis obligé de le transformer en PDF ou passer par un autre. Et ce qui fait que l'image ou le texte souvent est superposé. Donc c'est plus de ça. Et donc découvert par un astronome, Ioderma. Messier 38. Donc on est à près de 3500 années-lumière, on est presque à 300 millions d'années d'âge, une dimension 15,2, et ici une concentration un peu plus faible, de 50 à 100, et toujours le même astronome, Ioderma. Donc voilà les trois amas Messier que l'on trouve dans la constellation du Cocher. Maintenant on va passer aux autres amas, il en reste. Donc on va partir par le côté. Là vous voyez les NGC par exemple, là, moi je savais que la lettre N c'est NGC, 1664, et ces chiffres augmentent quand on va vers ce côté. Donc on va commencer par 1664. Donc un amas ouvert, donc le découvreur c'est Herschel, 1786, c'était pour Herschel 1786, c'est une bonne année, là il a découvert plein de choses cette année-là. Magnitude de 7,6, on est encore à près de 4000 années-lumière, aussi dans les 300 millions d'années, comme âge, une dimension de 20 années-lumière, vous voyez que ça fait quand même une très grande dimension. L'année-lumière, c'est 9500 milliards de kilomètres, 9450 millions, 9 milliards 450 millions de kilomètres. Et une concentration donc supérieure à 50 étoiles. Donc de 50 étoiles à 100 étoiles. Donc 1664, on va prendre ensuite 1778, celui-là c'est toujours Herschel, 1787, toujours près de 5000 années-lumière, à un âge 2 fois plus jeune, 150 millions d'années, enfin plus jeune, c'est vite dit quoi. 11 années-lumière de dimension, une concentration donc supérieur à 50 étoiles et une magnitude de 8. Et on peut poursuivre, toujours Herschel, 1800, donc NGC 1857, donc 1780, c'était un peu plus tôt, une distance 18 000 années-lumière, on est dans les 133 millions d'années, tout à l'heure c'était 150, une dimension 55 années-lumière, c'est très grand, une magnitude de 7, concentration 50 à 100 étoiles. Je peux poser une oui. question. J'interromps. Comment est-ce qu'on estime là, tu vois, en mon ami-âge, 133 millions, tout à l'heure c'était 150. Comment, alors, je serais incapable, moi j'ai repris les... Oui, je sais bien, mais je pense que ça a été fait. Comment est-ce qu'on peut estimer, je sais pas, 15 millions d'années près C'est fait avec la couleur des étoiles. C'est fait avec la couleur des étoiles. Dans tous les cas, tous ces amas ouverts sont des étoiles jeunes, relativement jeunes. Ah oui, elles sont jeunes. Ah oui, elles sont jeunes. Elles viennent d'apparaître. Oui, parce qu'au bout d'un certain moment, les amas vont se défaire progressivement et la couleur des étoiles va également changer. Parce que là, les étoiles, elles se déplacent, mais parce qu'elles sont aussi retenues entre elles par la gravité. En 1857, on l'a vu. Alors, donc on a vu celui-là, 1664, 1778 et 1857. On va poursuivre, alors on va passer à 1883. Toujours Herschel, l'année 1786, bonne année. J'avais corrigé cette erreur. Magnitude de 12. C'est pas, distance 15 000 années-lumière. Dimension, donc 23 années-lumière. Concentration supérieure à 50, non, inférieure à 50 étoiles, pardon, j'ai dit bêtises, inférieure à 50 étoiles. Alors ici, je n'ai pas l'âge. Alors quelquefois, je n'ai pas retrouvé, en cherchant, je n'ai pas trouvé l'âge ou je n'ai pas été assez attentif. 1883. 1893. Alors, ici, c'est un amas, on le verra tout à l'heure, il est au cœur d'un autre objet qui s'appelle IC410, qui est une nébuleuse, on verra tout à l'heure.
magnitude de 7,5, l'âge de 10 millions, alors c'est 10 millions d'années, dimension 78 années-lumière, une distance près de 11 000 années-lumière. Donc ici c'est coloré avec la nébuleuse qui s'appelle IC410 et qui est proche de celle que je vous ai montrée tout à l'heure, IC405. 1893, on va poursuivre, 1907. Alors 1907, on revient sur le cas. Distance 5000 années-lumière, 369 millions d'années l'âge, dimension 7,5, 7,4 années-lumière, magnitude 8,2, vous voyez, donc c'est relativement faible. Concentration donc 50 à 100 à cette étoile. Et Guillaume le Gentil avant 1759, parce qu'après ça a été repris par quelqu'un d'autre, ça a dû être mis dans un catalogue par quelqu'un d'autre, mais c'est lui qui l'a découvert en 1907. Donc, alors, on a vu 1883, ici je sais 1907, d'accord, 1893 est là. Donc on va poursuivre, on est encore dans les amas. 2126, 1787, toujours Herschel, à près de 4000 années-lumière, une magnitude de 10, donc plus faible, un âge 1,2, 1,26 milliards d'années, dimension plus petite, 6,8 années-lumière, et une concentration inférieure à 50 étoiles. À l'image. NGC 2281, qui est un peu plus écarté, 1820 années-lumière, donc 359 années. J'ai dû me tromper là dans l'âge. Oui. Je me suis planté, qu'est-ce que je fais? J'ai essayé de passer un truc. Bon, je corrigerai, mais je ne pourrais pas vous répondre. Je fasse des vidéos. Non, je ne retrouve pas, pardon. Je pense que c'est... Non, je me suis trompé, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je fais très attention. Donc... Alors, tu vois, au suivant. nébuleuse. Et on arrive aux nébuleuses. Donc, nébuleuses, les amas de gaz et de poussière que l'on va retrouver dans la constellation. Alors la première, donc, les nébuleuses sont, on va trouver, on va les retrouver par ici. Voilà. Alors, on commence. Alors IC405, on en a parlé tout à l'heure, donc ça s'appelle la Flaming Nebula ou nébuleuse de l'étoile flamboyante, une nébuleuse diffuse, nuage de gaz, découverte en 1892 à 1600 années-lumière, une magnitude de 9, et c'est elle qui est éclairée par AE Aurigae. On a vu ça tout à l'heure. Donc c'est ça, voilà, AE Aurigae. Donc c'est cette étoile qui est ce qu'on appelle l'étoile en fuite d'Orion. Donc on revient peut-être un petit peu en arrière pour voir la carte. Donc on est ici. Voilà, l'étoile est là et donc la nébuleuse est là. Ensuite 410. Donc une nébuleuse en émission. Ici c'est la nébuleuse du Tétard. Alors les Tétards sont larvés, elles n'ont que. D'accord. Et donc la tête du Tétard, en fait, ces deux têtes de Tétard sont considérées comme étant des pouponnières d'étoiles. Donc une magnitude de 10, distance 1200 années-lumière, et contient un amas ouvert NGC 1893. Alors si on revient en arrière, on va voir deux fois. Attends. Donc 1893, voilà. Alors je les ai mis côte à côte, mais en fait tout ça est ensemble. C'est à l'intérieur. Donc on va suivre. Alors ici une nébuleuse planétaire à 9774 années-lumière, magnitude de 11, découvert par William Fleming. Alors,
On va poursuivre, on va voir la carte, je pense, voilà. Alors, avec quel numéro? 2149. 2149. Alors, où est-ce qu'il est passé? En haut, Ah, il est là. à côté de Voilà. Duncan. Il est là. Nébuleuse planétaire. On poursuit. Ouais, bon. C'est au moment de l'enregistrement. Hein. Je suis peur. À chaque fois, ça fait ça. Donc, ici, en fait, c'est un rémanent de supernova. Donc, ça s'appelle Siméis ou ça s'appelle Spaghetti Nebula. Alors, donc, rémanent de supernova, c'est l'explosion d'une étoile importante, hein, c'est ça, c'est une étoile importante. Et en fait, ce que l'on voit, ce sont des filaments. Ça donne cet aspect de filamenteux. Et elle est à cheval sur le cocher et sur le taureau. Sur le cocher, oui, sur le taureau. Elle a été découverte assez tardivement. Distance 1000 à 3000 années-lumière. Je dois avoir une vue plus large derrière. Voilà la vue générale de cette. C'est très large, très vaste. Et donc j'en ai terminé avec la présentation des objets du cocher. Donc beaucoup d'amas ouverts, quelques nébuleuses et un rémanent. Voilà. Il n'y a pas de galaxie? J'ai pas trouvé de galaxie. Il y en a sûrement, mais il y a peut-être des petites galaxies, mais je n'ai pas trouvé de galaxie. Par contre, autour de l'étoile enflammée, et, si tu prends cette partie-là, voilà, tu as ici, la petite souris. En fait, ici, entre celle-là et M38, partant de là, si tu le prends en photo, ici, tu as un long ruban qui va pratiquement jusque-là. Le long ruban nébuleux, fait en hydrogène également, hein, rouge, mais qui n'apparaît évidemment qu'à la photographie. Ouais. Mais c'est plus complexe qu'il ne paraît en fait. Hein. Voilà, c'est juste pour dire ça. Donc voilà le cocher. Le cocher, il est tout là-haut, au-dessus d'Orion, au-dessus du taureau. Les Gémeaux sont sur le côté gauche, enfin sont à l'est. Voilà. Le taureau dessous, et ensuite Persée est à l'ouest. Les images que j'ai prises, bon, elles me paraissaient un peu claires, mais le ciel n'était pas favorable. Et lorsqu'il y a eu la lune, j'ai mis un filtre pour diminuer la luminosité, mais à ce moment-là, le filtre a mangé un peu de lumière, et du coup, j'ai eu des images sous-exposées, et si j'exposais plus longtemps, j'avais les traits, donc voilà. Voilà comment se termine C'était pas le bon cet moment. épisode. C'est bien quelquefois une part de chance. Oui, c'est vrai. Assez souvent d'ailleurs. Oui. Par curiosité, je me demande quelle est la dimension de votre Il est immense. Il est immense. Alors, je peux chercher sur Internet, mais c'est vraiment Voilà. immense. Ah non, la distance, oui, mais j'ai pas le. C'est Siméis. Siméis. Et Siméis 147. Siméis 147, il suffit de regarder déjà la carte pour voir que Siméis 147, ça occupe plus de place que M36, M38 et IC 405. Ça occupe toute cette place, donc il est immense. Mais elle est très difficile à prendre en photo parce que c'est très faible. Il faut poser très longtemps pour obtenir quelque chose. Et du grand champ, plus apparemment estimé à 3 degrés apparent. 3 degrés, enfin dixité Wikipédia, 3 degrés apparent. Et puis c'est des C'est et des dizaines d'heures de pause. Oh oui. Des dizaines d'heures de pause. Oui. Donc il faut plusieurs minutes. D'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Pas d'autres... Non? Bon. Donc on va arrêter
la séance. Et puis, on va remercier tous ceux qui regardent nos vidéos en espérant que ça vous ait plu et qu'on ait droit à un petit pouce de temps en temps levé. Bah, merci en tout cas de visionner cette vidéo. Voilà. Et puis à une prochaine fois. À bientôt. Bon.